Il manque un truc ici. Ah, là, c'est mieux. Bonjour à tous, c'est le retour des vacances et j'espère que je vous ai manqué. Juste avant de débuter, je voulais remercier le gardien du cinéma pour son invitation à la rencontre abonné youtubeur du 25 août dernier à Montpellier. C'était une journée super intense et riche en débats, en rencontres, que ce soit au niveau des youtubeurs mais surtout au niveau des abonnés. Encore une fois, un grand merci, c'était vraiment top. Je sais pas vous, mais j'ai pas envie qu'on perde de trop de temps à raconter ma vie parce qu'on va revenir sur 15 films qui sont revenus au mois d'août. Et quand je dis rapidement, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir en moyenne moins de 2 minutes par film, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Et 30 minutes ça va faire long, le but est simplement de vous donner un avis rapide sur les sorties d'août 2018. Bon après je m'autorise à passer très peu de temps sur des films de merde et à passer plus de temps sur des films qui étaient bien meilleurs, on n'est pas con non plus. Et pour le teasing je dirais qu'on a eu beaucoup de cinéma très moyen cet été, mais j'ai eu un petit coup de cœur et on en reparlera en toute fin de vidéo. On débute tout de suite et on va parler de tous ces films dans leur ordre de sortie. C'est parti. Neuilly, sa mère. Ça commence bien, ça donne vachement envie de faire la vidéo. Je crois que j'en ai déjà parlé rapidement sur la chaîne, mais vous savez très bien que je suis pas forcément fan de tous ces retours de comédies populaires du type Les Visiteurs 3, Brise 3, etc. Et du coup, Neuilly, sa mère s'incruste dans cette petite liste parce que, encore une fois, c'était bien plus que dispensable. Le film est très vide, ça ne raconte pas grand chose. Enfin, ça veut raconter des choses, notamment sur les différences de classe sociale que l'on peut avoir dans notre société, mais ça va pas très loin et c'est même plus que cliché. Tellement cliché qu'à chaque fois qu'on te filme les HLM de Nanterre, et ben on te met du MHD en fond sonore. Et je pense que je suis pas fou, et je sais pas si vous l'avez entendu vous aussi, mais je pense que j'ai entendu à plusieurs reprises le rire de Cyril Hanouna. Du style, à un moment, on a Charles qui se réveille et qui va aller voir sa voisine parce qu'il y a trop de bruit chez elle. Et au moment où elle ouvre la porte, et bah, en fond sonore, j'ai l'impression d'entendre le rire d'Hanouna, comme si elle était en train de le regarder à la télé. Donc voilà, je sais pas si je suis fou, mais si c'est vrai, et bah, cliché de ouf. Sinon, les performances d'acteurs sont pour la plupart horribles, le film n'est pas forcément drôle, voire même très lourd. Aussi lourd que son titre Neuilly, sa mère que je ne comprends toujours pas. Et en plus de ça, le film est en quelque sorte un copier-coller du premier, sauf que cette fois-ci, on inverse les rôles et ça se déroule à Nanterre. Donc pourquoi ne pas avoir appelé ce film Nanterre sa mère? Enfin bon, on va pas chercher de logique, il y a la 2 qui arrive bientôt. Darkest Minds. C'est pas forcément bien, c'est même peu cohérent comme univers, mais ça passe. Il y a plein de trucs cons qui te font un petit peu grincer les dents, et en plus de ça, les scènes d'action sont très rares et même pas dingues, genre pas dingues du tout. Pendant pas mal de temps, je me suis demandé si les équipes qui ont taffé dessus n'étaient pas ultra limitées niveau budget, parce que vraiment, les scènes d'action sont très courtes et ça tape pas l'œil non plus. Mais ça a quand même coûté 34 millions de dollars, donc j'ai quand même tendance à penser qu'on pouvait faire mieux. Le final est aussi très rapide, et je pense que ce qui m'a fait apprécier un minimum le film, et bah c'est ce petit groupe de 4 personnages au pouvoir comparable à des X-Men qui sont plutôt attachants. Même si les personnages de Chubbs et de Zoo, le petit Black et la petite asiatique sont moins bien développés que les deux autres. C'est un divertissement passable, donc si vous avez envie d'aller voir quelque chose de pas prise de tête et que vous aimez bien ce genre de film, et bah pourquoi pas. Personnellement, j'aimerais bien voir une suite à ce film, mais au vu du petit beat qu'il est en train de réaliser, j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Mais je peux me tromper. Under the Silver Lake. Ouh lolo. Alors oui, c'est chelou, oui, c'est angoissant par moments, etc. De toute façon, rien que le scénario dès son origine est déjà très flippant, où on te présente un mec qui passe ses journées à mater des milfs toutes nues avec ses jumelles, et qui tombe amoureux de la première belle fille qu'il voit, jusqu'au point de se lancer dans une enquête de malade pour essayer de la retrouver alors qu'il ne l'a vue qu'une seule nuit, et encore, quelques heures. Mais c'est plutôt un très bon film, sans crier au chef-d'œuvre ou à la claque qu'on aurait pu prendre, c'est juste un très bon film. C'est une œuvre avec une superbe ambiance, une superbe réalisation, une bonne photographie, et de super décors très colorés représentant l'univers de Los Angeles. C'est un film qui va reprendre des codes d'anciennes œuvres, des codes du cinéma un peu plus anciens, notamment dans l'écriture de ses dialogues, ses plans durant les dialogues, ainsi que dans la gestion de la musique. Le film est un peu long, on a un beau ventre mou qui arrive à un moment et que j'ai bien senti, c'est dommage parce que le début du film, je dirais, les 30 premières minutes sont vraiment superbes. Il se passe plein de choses, on voit plein de trucs intéressants, donc oui, c'est dommage. On a aussi pas mal de clins d'œil à de nombreuses œuvres cinématographiques, et pas forcément, mais aussi à la pop culture, aux jeux vidéo avec Mario, ou alors à Spider-Man, qui rappelle aussi forcément des souvenirs de la carrière d'Andrew Garfield. Et en parlant d'Andrew Garfield, je voulais m'arrêter là-dessus parce que le mec m'épate. Ce qui m'épate surtout, c'est le changement de direction qu'a pris sa carrière après l'arrêt brutal de la saga Amazing Spider-Man, où le bonhomme s'est redirigé vers le cinéma d'auteur. Et c'est cool, ça lui va tellement bien, il arrive à porter des films quasiment à lui tout seul sur ses épaules, et c'est pas donné à tout le monde. L'arrêt de cette saga Amazing Spider-Man, c'était vraiment un bien pour tout le monde. De toute façon, Emma Stone était morte, il y avait plus rien à faire. Equalizer 2. C'est nul, c'est tellement vide, il y a même eu une intrigue secondaire sur un jeune qui doit repeindre un mur du bâtiment de Denzel Washington qui va durer
tellement longtemps. Alors oui, c'est pour montrer le côté bienveillant de Denzel Washington et sa relation avec ce jeune, mais on s'en fout vraiment. Il y avait un truc intéressant dans le premier film où tout le monde se demandait qui était le personnage de Denzel, et tout ce mystère est perdu dans ce second Equalizer. Je le répète, c'est vide. J'avais pas forcément apprécié le premier sans l'avoir détesté non plus, mais alors là, celui-ci, j'aurais pu dormir devant, c'était pareil. Ah si, à un moment, on a un mouvement de caméra assez classe lors de la fin d'une confrontation entre Denzel Washington et un mec dans une voiture. Mais bon, sinon rien de plus, et ça me déçoit toujours un peu de voir Fuqua dans ce type de film après Training Day et La Rage au ventre. Pareil, ça me fait chier de voir Denzel Washington dans un truc aussi pauvre. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il doit y en avoir une, il faut qu'elle se rapproche plutôt du premier film que du second. On va du moins bon au mieux avec Le Monde est à toi, le nouveau film de Romain Gavras. Alors au début, j'avais quelques réticences, et puis sont arrivées les affiches officielles du film qui sont vraiment superbes et qui ont piqué ma curiosité. Du coup, je me suis penché sur le projet, bande-annonce, affiche, etc. et on se rend compte assez vite qu'on est quand même sur un projet qui a l'air assez sympa et ambitieux. J'ai l'impression que beaucoup de personnes étaient dans le même cas que moi et ont vu l'hype grimper petit à petit au moment où on approchait de la sortie du film. Le Monde est à toi est un film que je vous conseille, c'est plutôt bon, sans crier au génie non plus. J'ai beaucoup entendu parler de Scarface quand on me parlait de ce film. Bon, au vu des thèmes qui sont mis en avant et au vu de son titre, je comprends pourquoi. Mais ce que je trouve vachement intéressant cette fois-ci, c'est qu'on va se retrouver à suivre un personnage qui va devoir réaliser un dernier gros coup pour pouvoir se ranger dans sa vie et vivre une vie normale, en s'occupant de monter son business et de lancer la franchise Mr Freeze au Maghreb. Et même son projet, en vrai, c'est super cool. Du coup, oui, on se retrouve avec une histoire où il est plus facile de s'identifier au personnage. On s'y attache et on espère que François, interprété par Karim Leclou, va s'en sortir. Et c'est en partie ce qui fait que j'ai vraiment adoré le film, c'est le fait qu'on puisse vraiment s'attacher et s'identifier à tous ces personnages qui sont pour la plupart vraiment très bien écrits, mais aussi très bien interprétés, et je suis incapable de vous en sortir un qui s'en tire moins bien que les autres. Adjani est convaincante, Vincent Cassel est excellent et très drôle. Les deux jeunes qui jouent Mohamed, eux aussi sont très bons, et c'est le genre de personnage qui peut généralement devenir très faux au niveau du jeu d'acteur, et pour le coup, les deux s'en tirent très bien. Oulaya Mamra, petit coup de cœur du film, Philippe Catherine, François Lamiens, Samia Kames, Sam Spruel, enfin voilà, le casting est ouf. Et au-delà de tout ça, on ressent aussi le travail de Gavras, et il a vraiment réussi à apporter sa patte au film. Romain Gavras s'est beaucoup illustré dans le tournage de clips, et on le ressent dans le film à certains moments, surtout au niveau de ses cadrages et de cette façon à mettre en avant une personne. Il y a du plan séquence, il y a une excellente BO dans laquelle on va passer de PNL à Sardou, rien que ça. Il y a un super casting et des personnages de folie. Donc oui, courez voir Le Monde est à toi si ce n'est pas déjà fait, il est toujours en salle actuellement et il a réalisé de super scores de lancement. Et ça, c'est cool de voir un film français de la sorte qui est soutenu. On parle maintenant de Papillon, et que c'était chiant. Alors Papillon, c'est un remake du film sorti en 1973 qui avait été réalisé par Schaffner, qui avait réalisé aussi le tout premier La Planète des Singes. On va se retrouver dans cette histoire avec Charlie Hunnam et Rami Malek, qui sont deux hommes bien différents. L'un est un criminel à Paris et l'autre est un homme qui a des thunes. Leur point commun est qu'ils vont se retrouver tous les deux en prison en Guyane et vont collaborer pour tenter de s'échapper. J'ai pas trop la notion du temps avec ce film, mais le film dure 2 heures et je pense qu'on a 10 ou 15 minutes au début du film qui se déroule à Paris dans les années 30 avec Charlie Hunnam. Et encore 10-15 minutes, c'est peut-être beaucoup. Tout le reste va se dérouler dans cette prison en Guyane et ça tourne très vite en rond. C'est une histoire vraie et je vous invite à aller voir les bandes annonces pour voir si ça vous parle. Moi perso, je me suis beaucoup ennuyé. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je prends de plus en plus de plaisir à retrouver Charlie Hunnam à l'écran. J'aime sa prestance, son jeu et sa voix. Il est dernièrement très souvent acteur principal de ses films, même si ce ne sont pas des films toujours très populaires. Mais au moins Papillon m'aura confirmé ça, j'aime Charlie Hunnam. Et c'est là, mi-temps. C'est fatigant. Pendant ce temps, je vais revenir sur deux films qui, eux, sont sortis au mois de juillet. Oui, je triche, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Nous allons parler de Dogman et de Zigulti, qui sont respectivement des films italiens et danois. Alors là, si on m'avait dit un jour que j'irais voir à la suite, la même semaine, un film italien et un film danois, tous deux diffusés dans les toutes petites salles à Paris de 70-80 places, eh bah j'y aurais pas cru, et c'est ce que me permet en tout cas ma chaîne YouTube aujourd'hui. Bon, par contre, je pense que vous allez avoir un peu de mal à les retrouver en salle aujourd'hui, mais je veux quand même en parler parce que globalement ce sont deux bons films, même si j'ai une très grosse préférence. Dogman est un film où l'on va suivre Marcello, vétérinaire et amoureux des chiens. Il va se retrouver suite à de mauvaises fréquentations dans des histoires d'arnaque qui ne vont pas lui rendre la vie très simple. C'est un bon film et une petite aventure qui est très humaine. On s'attache au personnage principal qui, malgré son physique peu avantageux et qui se fond dans la masse, dégage quelque chose d'assez fort. C'est aussi une œuvre forte dans le sens où ça va devenir très violent parfois. C'est vraiment très puissant, pas forcément dans sa réalisation mais plutôt dans sa mise en scène, dans la puissance des coups qui sont portés à l'écran. On s'attache aussi au personnage de Marcello parce qu'il est très facile de s'identifier à lui, de s'identifier
s'identifier à sa normalité, de s'identifier à ses mauvaises passes, à ses face-à-face avec des gens plus imposants que lui, et aussi à son esprit de vengeance qu'on a tous ressenti un jour ou l'autre dans notre vie. Au-delà de tout ça, Dogman n'est pas non plus une claque que je me suis prise dans la figure. C'est bien, c'est à la fois attachant et cruel, c'est puissant, mais je ne reprendrai certainement jamais le temps de le revoir. Par contre, Zigulti, pourquoi pas? Zigulti est un film qui se déroule intégralement dans 2 salles d'un centre d'appel d'urgence de la police, et qui va être porté par 2 acteurs, un opérateur d'appel et son téléphone. Alors oui, ce sujet a déjà été traité, je me rappelle de The Call qui était sorti avec Berry il y a 5 ans. Bon, par contre, c'était pas la même chose ni le même niveau de qualité. Il est important de voir ce film. Pourquoi? Parce qu'on se rend vraiment compte qu'avec un décor, un super acteur et un téléphone, on peut faire quelque chose de très très fort. Alors oui, il y a tout un travail de post-prod, de montage, d'éclairage, etc. Mais on peut faire très bien avec très peu. Pendant 1h30, nous allons suivre cet homme multiplier les appels pour réussir à sauver une femme victime d'un kidnapping. Et ce qui est fort avec ce concept, c'est que notre imaginaire va fortement être sollicité. On ne voit à aucun moment les événements qui se produisent lors de ce kidnapping. On a simplement cet acteur principal, téléphone à l'oreille, et on suit ses conversations. Du coup, on passe notre temps à s'imaginer ce qui se passe de l'autre côté du fil. La tension monte crescendo pendant tout le film dure 1h20, c'est une durée parfaite pour ce type de film. Il est intéressant de voir ce film pour son concept, pour son ambiance, mais aussi pour son écriture et les quelques surprises dans le scénario que je n'avais pas vu venir. C'est un film efficace, mystérieux, qui est rempli de tension que je vous conseille fortement. On reprend avec les films du mois d'août. The Meg, ou plutôt en France, En eau trouble, pour continuer avec la petite tradition des bons titres de films français de merde. Bon, en allant voir En eau trouble, vous devez savoir avant de rentrer dans la salle ce que vous allez voir. Parce que oui, c'est con, oui, les dialogues sont ridicules, oui, on te sert des scènes tout aussi bêtes les unes que les autres, et ça on doit s'y attendre avant de voir le film. Tout est forcé à l'extrême, que ce soit les jeux d'acteurs, les jeux de regard surtout, l'écriture, les situations où les personnages vont s'en sortir à chaque fois in extremis, tout est très prévisible, on se fout aussi des personnages qui meurent, et bon, vous commencez un petit peu à me connaître, c'est le genre de film devant lequel je me fais royalement chier. J'ai attendu la fin pendant pas mal de temps, et à chaque fois que je pensais que ça allait arriver, bah non, on repartait dans une autre grosse scène d'action. Mais visiblement, le film a l'air de plaire un minimum, puisqu'il vient déjà de dépasser les 400 millions de dollars de recettes, et ça va continuer de grimper, c'est clairement pas dégueu. Donc encore une fois, pas de surprise de ma part, c'est ultra con, c'est pas forcément ma cam, vous en faites ce que vous voulez. On passe maintenant à Lucas, qui est le nouveau film de Julien Leclerc, qui avait déjà réalisé du bon travail avec Braqueur et L'Assaut. Et encore une fois, avec ce Lucas, et bah sans être incroyable, et bah c'est plutôt pas mal. On retrouve cette fois-ci un Jean-Claude Van Damme très convaincant au cœur du film, qui tente de mener une vie normale jusqu'à ce qu'un événement vienne tout changer. C'est pas ce que montrait l'affiche, mais c'est un film qui va être assez visuel, à ambiance, c'est un film qui est assez calme, et je pense même que les premiers dialogues du film arrivent quasiment au bout de 5 minutes. Le tout avec une ambiance style battement de cœur pour créer de la tension. On a une vraie recherche de visuel, de jeu de lumière, d'ambiance visuelle. On a aussi de belles scènes d'action, et je pense notamment aux scènes de combat à main nue avec cette caméra qui va suivre tous les coups, qui va être ultra dynamique. On est sur du plan séquence, il y en a énormément durant tout le film. Dommage que la grosse scène d'action dont j'étais en train de vous parler ne soit pas intégralement en plan séquence, parce que déjà elle a de la gueule, et si elle avait été vraiment intégralement faite en plan séquence avec un seul et même plan séquence, bah je pense que techniquement ça aurait été assez ouf. Et pour revenir encore une fois au plan séquence, à un moment on en a un faux plan séquence, parce que je pense qu'il y a un cut à un moment, mais on va suivre l'intégralité d'un kidnapping où on va voir Jean-Claude Van Damme rentrer dans une maison, rechercher un homme, le trouver et l'extraire de la maison. Tout ça sans cut, et ça a clairement de la gueule. Il y a que le final, et donc le twist final que je trouve un petit peu tiré par les cheveux, qui tombe un petit peu de nulle part, et je sais pas si ça tient vraiment debout. Donc oui, je vous conseille Lucas. Rien d'un film de l'année, mais un film qui techniquement est très intéressant. Et sinon, il y a Caris dans le film, mais ça, tout le monde se doit de s'en foutre. On passe à Black Klansman. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler, je parie. Oui, bien évidemment, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est pas le premier à le faire, mais c'est de traiter ce genre de sujet en y apportant une touche comique, qui va forcément faire du bien, parce que ce sont des sujets qui sont très sensibles, et qui personnellement me touchent. On tourne vraiment en ridicule les idéologies du clan, et ça on peut le voir dans les scènes où Ron est au téléphone avec le leader du clan, et on a derrière lui beaucoup de personnes qui sont en train de se moquer de ce qui est en train de se dire. John Davis Washington, fils de Denzel, et Adam Driver sont vraiment super dans leur rôle. Et on retrouve aussi Topher Grace qui joue le leader du clan, que je n'avais absolument pas reconnu. On s'attache aux personnages très rapidement, au vu des situations auxquelles ils sont confrontés dans cette Amérique des années 70. En plus on parle de faits réels, donc forcément tu rentres encore plus dedans. J'ai quelques réserves à propos de l'utilité du personnage de Ron, le fils de Denzel Washington. Adam Driver, lui, se rend sur le terrain pour aller infiltrer le clan, et Ron, lui, est le contact au téléphone. Et ils doivent faire croire qu'ils sont la même personne, et on a forcément cette problématique du fait qu'ils n'ont pas la même voix. Donc oui, la première fois, c'est Ron qui les a contactés, puis ils ont rencontré Flip. Mais après ça, est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent que Flip reprenne totalement la partie de téléphone aussi, pour éviter tout risque de se faire griller? Enfin voilà, grosse question que je me suis posée durant tout le film. Après, vu que c'est basé sur des faits réels, peut-être que ça s'est vraiment passé comme ça. Le final fait froid dans le dos, et c'est vraiment ouf, mais à la fin du film, le silence qu'il y avait dans la salle était
vraiment impressionnant. J'ai rarement vu un silence aussi gros à la fin d'un film. Spike Lee signe encore une fois un film fort, pas forcément dans sa réalisation et dans ses visuels, mais plutôt dans ses thèmes et dans cette fin qui est super engagée. Et ça, on pouvait s'y attendre. In the White House, I'm not gonna say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given a chance to say we're about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers. Sauvage est le premier film de Camille Vidal-Naquet. Nous allons retrouver Félix Marito, découvert dans 120 battements par minute, qui cette fois-ci se prostitue dans le but de gagner de l'argent. J'ai bien aimé 120 battements par minute, c'était d'ailleurs dans mon top 2017, mais là, c'est trop pour moi. C'est totalement subjectif, mais voir des bites et des mecs qui se sautent dessus pendant 1h30, et bah c'est pas forcément ma cam. Le film est très peu distribué et je comprends pourquoi. Sinon oui, à part ça, c'est un film fort, brut, glauque, avec un grand Félix Marito encore une fois. Mais oui, désolé, c'est un très bon premier film pour ce réal, mais ça m'excite pas plus que ça. C'est le cas de le dire. Kin, le commencement. Nouvelle saga jeunesse de ce mois d'août avec Darkest Minds, qui en plus ont repris la même stratégie de com. Et entre ces deux films, et bah pour tout vous dire, Kin, le commencement me branchait un peu plus. Et qu'est-ce que je suis con, c'est pas bon. Genre vraiment pas bien. Je sais même pas par où commencer tellement il y a peu de choses de réussies dans ce film. Ah si, on a quelques plans aériens qui ont de la gueule. Sinon à part ça, c'est vraiment horrible. Que ce soit le rythme, les jeux d'acteurs, l'écriture ridicule, le scénario, tout est mauvais. Et c'est long. Le scénario est hyper vide. À un moment, on a le grand frère du personnage principal qui se fait jeter d'une boîte de nuit. Les personnages s'en vont. Boîte de nuit, club de striptease. Et scène beaucoup trop longue d'ailleurs. Et à ce moment-là, une fois parti, il se rend compte qu'il a oublié son sac avec sa thune. Donc il faut aller le récupérer. Tout ça pour créer une nouvelle intrigue secondaire à la con qui va offrir 15 minutes de plus et une scène d'action. Et ça fait que le film fait beaucoup de surplace. Je sais pas ce qu'a fait James Franco pour finir là-dedans, mais à la limite, c'est pas le plus grave. Il y a un acteur, et là je suis passé totalement à côté, ils ont pas du tout communiqué dessus, qui a plutôt la cote à Hollywood depuis quelques années, et qui débarque comme ça à la fin du film. Je vais pas vous dire de qui il s'agit pour pas spoiler, mais si vous voulez le savoir, demandez-le moi en commentaire. Et je sais absolument pas ce qu'il est venu foutre dans ce projet, mais ça me fait chier parce que rien que pour ça, et bah j'ai bien envie de voir la suite. Même si j'ai un doute que ça arrive vu le bid que ça devrait faire au box-office. C'est surjoué. Il y a trop de ralentis sur fond musical. C'est super long. Le personnage de la stripteaseuse qui rejoint les deux frères pour une raison débile. Il y a beaucoup trop de choses qui sont tirées par les cheveux. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de ce truc sans intérêt? Et on finit avec Burning, mon gros coup de cœur. Burning nous raconte l'histoire de Jong-soo, personnage assez simple et pauvre qui va retrouver Amy, une amie d'enfance. Les deux personnages vont prendre du bon temps ensemble avant qu'Amy s'envole pour l'Afrique. Le problème, c'est qu'elle va revenir avec Ben, rencontré sur place et qui est tout l'inverse de Jong-soo. Personnage beau gosse et riche, et à partir de là, un triangle amoureux va se mettre en place. C'est un film captivant dans sa mise en scène et dans son écriture. C'est très posé, ça prend son temps, dans ses dialogues et même dans ses scènes très sensuelles. Mais ce n'est jamais chiant, le mot parfait vraiment, c'est que c'est captivant. Captivant parce que tu ne sais absolument pas, et même au bout d'une heure de film, tu ne sais absolument pas où tout ça va t'amener. Il y a un drame qui va arriver au niveau d'un des personnages, et à ce moment-là, le film va se diriger vers une sorte d'enquête à l'ambiance thriller. C'est un film qui est fort aussi au niveau de sa photographie et au niveau de son éclairage, et je pense que quasiment l'intégralité du film, si ce n'est l'intégralité, est tournée en lumière naturelle. On a aussi beaucoup de plans séquences qui vont renforcer donc l'immersion qu'on peut avoir avec ces personnages, tout comme la lumière naturelle. On a aussi très peu de musique, et comme je le disais, c'est un film qui va surtout jouer sur son ambiance, sur son atmosphère qui est à la fois calme et pesante. Et si captivant est le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai commencé à parler de Burning, je pense que le second mot serait surprenant. Surprenant parce que tu ne sais absolument pas où tu vas aller avec Burning, et à la fin du film, tu ne sais pas non plus où tu es allé. Burning nous propose une enquête, avec une fin ouverte où il n'y aura pas de résolution, et ce sera à vous de créer votre histoire, de vous imaginer ce qui a bien pu se passer. C'est à vous aussi de rassembler toutes les pièces du puzzle, tous ces petits indices qui vont vous permettre de pouvoir créer vous-même votre propre histoire. Le trio d'acteurs est brillant, que ce soit au niveau du choix du casting ou tout simplement du jeu d'acteurs, et c'est assez malaisant parce que tu ne sais pas vraiment ce que pensent les deux garçons
garçon d'Amy, et à l'inverse, tu ne sais pas du côté d'Amy quel est le garçon qu'elle préfère. Et toute l'écriture qu'il va y avoir sur ce point va renforcer l'atmosphère pesante du film. Énorme coup de cœur pour Burning, pour ses personnages, ses visuels, son ambiance, mais surtout son écriture qui te captive où tu ne sais pas où tu vas aller. Et je suis persuadé que le film raconte encore plein d'autres choses et qu'il faut que je le revoie bien évidemment. Il y a pas mal de plans, dont un plan séquence qui m'est resté en tête, qui se termine sur un arbre, et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça raconte. On a aussi à un moment le personnage de Jong-soo qui est au premier plan, et à l'arrière il y a un arbre, et le point est fait sur l'arbre, c'est-à-dire que Jong-soo est flou et l'arbre est net. Et donc voilà, j'ai remarqué 2-3 petits points par rapport à ça, par rapport à la mise en avant de la végétation, et je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Encore une fois, le cinéma sud-coréen nous offre quelque chose de grand. C'est pas la première fois, et pour tous ceux qui peuvent être réfractaires au cinéma sud-coréen, je vous assure, ça vaut le coup de se pencher dessus. Burning est encore en salle, et bien évidemment, je vous le conseille fortement. Oh putain, c'est fini. Je m'en rendais pas compte, mais c'est ultra compliqué de parler d'autant de films dans une même vidéo, et de passer vraiment du coq à l'âne. On a commencé avec Neuilly sa mère, on termine avec Burning. Enfin voilà, des films totalement différents. J'espère que tous ces retours vous ont plu, c'était en quelque sorte le petit échauffement avant de reprendre le cours de la chaîne. On va repartir sur un bon rythme, j'ai quasiment déjà fait mon calendrier de vidéos jusqu'en décembre. Ça va être compliqué, je compte sortir beaucoup de vidéos, je vais devoir faire beaucoup de nuits blanches, donc je compte sur votre soutien, sur vos likes, sur vos commentaires, sur vos partages et sur votre amour. Pour les nouveaux, bien évidemment, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne rentrée à tous et à très vite.